Bienvenue à tous dans Politicien, votre rendez-vous politique bi-hebdomadaire. L'heure de la réconciliation a-t-elle sonné après 32 années d'absence? Le Maroc a fait part en juillet 2016 de sa volonté de retrouver sa place au sein de l'Union africaine. La demande d'adhésion a été officiellement présentée à Nkosazana Dlamini Zouma, présidente sortante de la Commission de l'Union africaine. Alors, quels sont les chances de réintégration du Royaume? Quel impact sur le fonctionnement de l'institution et surtout quelles conséquences pour la République arabe sahraoui démocratique? Autant de questions auxquelles nous tenterons d'apporter des réponses et nous sommes pour cela en compagnie de plusieurs invités. À ma droite, Monsieur Mohamed Jaïd, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes membre de l'Association marocaine des droits humains. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. À ses côtés, Monsieur Mohamedou Dia, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste sénégalais. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Et face à eux, Monsieur Hamidine Khan, bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes docteur en économie et en intelligence économique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Pendant 3 heures, pour la première fois, le Maroc et la République sahraoui ont siégé ensemble. C'était lors du 20e sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, le 12 novembre 1984 à Addis Abeba en Éthiopie. Retour sur le jour où le Royaume a claqué la porte de l'institution avec Deogracias Podo. Et on en parle juste après. Depuis juillet 2016, les autorités marocaines multiplient les tractations pour marquer leur volonté de réintégrer l'Union africaine. Un groupe que le Royaume avait quitté lors du 20e sommet de l'organisation le 12 novembre 1984 à Addis Abeba pour protester contre la décision de l'organisation panafricaine d'accueillir en son sein la République arabe sahraoui démocratique. Plus de 3 décennies plus tard, le dossier du Sahara occidental demeure une source de tension et de division. Ce territoire entre le Maroc, l'Algérie et la Mauritanie, considéré comme la dernière colonie d'Afrique, n'a de cesse d'empoisonner les liens entre le Maroc et ses partenaires africains. Sur la question du Sahara, le discours royal a été encore une fois très clair. Le retour du Maroc à l'Union africaine ne changera en rien les fondamentaux de la position marocaine sur ce dossier. Mais bien sûr, par rapport à la question du Sahara, ce retour signifie également que le Maroc, en coordination avec ses amis, va corriger des informations erronées, des données falsifiées ou des appréciations dénuées de toute vérité. Aujourd'hui, de l'avis de certains observateurs, l'enjeu principal de ce retour du Maroc est lié à l'assurance de Rabat d'être un allié quasi indispensable pour ses partenaires du Sud. Comme argument soutenant son projet de réintégration de l'Union africaine, le Royaume chérifien estime être en mesure d'offrir au reste du continent de nombreux avantages économiques. Rabat est impliqué dans de nombreux projets structurants du continent africain et dans des investissements majeurs dans de nombreux espaces africains ou encore en matière de sécurité. Le Maroc a ainsi joué un rôle important dans le règlement de nombreux conflits, notamment en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix et la lutte contre le terrorisme. Le Royaume est ouvert. Lorsque vous voyez déjà le discours du roi Mohamed VI en 2013 et tout récemment, vous comprenez que hier, ils avaient un certain nombre de comportements qu'on peut leur reprocher. Mais aujourd'hui, de plus en plus, c'est des gens qui s'ouvrent facilement. Je crois que nous aurons beaucoup à gagner en leur faisant confiance, en étant vigilants, en élaborant des tests qui aujourd'hui répondent à cette nouvelle forme de coopération entre les peuples. En réintégrant l'Union africaine, le Maroc compte surtout se positionner en tant que leader régional et pays émergent sur le continent, profitant de l'affaiblissement de ses pairs comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Libye, l'Égypte ou encore l'Algérie. Mais il devra encore attendre. La question de ce retour sera abordée lors du 28e sommet de l'Organisation panafricaine qui se tiendra du 22 au 31 janvier 2017 à Addis Abeba en Éthiopie. La candidature devrait être validée ou rejetée par un vote au sein de la Commission panafricaine. Monsieur Khan, on l'a rappelé dans le reportage, le Maroc claque la porte de l'unité africaine en 1984, manifeste sa volonté de retour en juillet 2016. Déjà, le timing nous interpelle. Pourquoi maintenant ? Parce que c'est une période qui est propice à la réintégration du Maroc, parce qu'il y a déjà les grands pays africains
qui sont en perte de vitesse, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit l'Égypte, que ce soit le Nigeria, qui sont des puissances économiques africaines, les grandes puissances économiques africaines, et puis l'Algérie aussi, qui sont en perte de vitesse, vu la conjoncture économique qui est défavorable avec les prix du pétrole qui n'ont cessé de chuter, l'Afrique du Sud qui est confrontée à un cycle de corruption au plus haut niveau, et puis aussi l'industrie sud-africaine est un peu chaotique. Donc le Maroc, depuis quelques années, en profite justement pour percer dans le continent africain, surtout en Afrique de l'Ouest, donc qui est déjà une terre de prédilection du royaume chérifien depuis quelques années déjà. Cause pour laquelle je crois que c'est une période propice et puis que les pays africains sont à la recherche justement de certains pays comme le Maroc qui essaient d'investir dans le secteur tertiaire où justement l'Afrique est un peu déficiente. Monsieur Dia, la politique de la chaise vide, finalement, était-elle la bonne? Était-ce sage de laisser un siège vacant face à son adversaire? À l'époque, cela s'expliquait parce que, quand même, c'était un coup très rude qui était porté, donc, disons, à l'unité africaine, au panafricanisme en général, puisque, quand même, le Maroc est un des pays fondateurs de l'organisation de l'Union africaine. Et l'acceptation ou l'intégration de la RAS, donc la République arabe sahraoui démocratique, était une aberration. La preuve d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, aucun autre organe n'a accepté la RAS, ni la Ligue arabe, si elle se dit République arabe sahraoui démocratique, elle aurait dû être admise au niveau de la Ligue arabe. Ça n'a pas été le cas, ni à l'ONU, ni même à l'UMA, l'Union du Maghreb arabe. Donc le Maroc avait protesté et manifesté cela par un départ voilà, qui avait fait un éclat. Alors aujourd'hui, la RASD est toujours présente, reconnue par l'Union africaine, mais le Maroc veut revenir au sein de cette union. Mais justement, parce qu'aujourd'hui, au Maroc, quand même, il y a eu des changements politiques majeurs, il y a une nouvelle génération qui est au pouvoir. Et si l'Algérie, on en reviendra tout à l'heure, persiste à créer des problèmes, c'est parce qu'au niveau de l'Algérie, ce changement générationnel ne s'est pas opéré. On a toujours encore aujourd'hui un Bouteflika qui a été plus d'une décennie, je crois, 17 ans ou 15 ans, ministre des Affaires étrangères de l'Algérie. Et ils sont toujours là. Et donc, ce qui fait qu'il y a une sorte de pérennisation d'un certain pouvoir qui ne comprend pas les réalités actuelles. Le Maroc est sorti de cela et a amorcé une expansion économique dans toute l'Afrique. Et cela se voit en Afrique de l'Ouest notamment, où les banques marocaines, les assurances marocaines et même l'industrie marocaine est en train de s'implanter. Et le roi Mohamed VI est l'homme de son temps. Et c'est pourquoi il veut réintégrer l'Union africaine. Allez-y. Oui, bon, je crois que l'acceptation de la RASD au sein de l'Union africaine n'est que justice. Parce qu'au moment des indépendances africaines dans les années 60, il faudra se dire qu'on avait parlé d'intangibilité des frontières. Chaque État indépendant devait rester dans ses frontières. Donc la frontière marocaine se situe justement là où commence la République arabe sahraoui. Donc déjà, avant ça, il faudra rappeler historiquement parlant, il y a eu la France déjà, au moment en 1956 déjà, il y avait l'Istiqlal qui commençait déjà les revendications, lorsque le Maroc est devenu indépendant, l'Istiqlal commençait les revendications sur le Sahara espagnol et sur la Mauritanie. Il y a eu l'opération Écouvion en 1958. Les forces françaises ont intervenu avec les forces franquistes en 1958 avec 5000 hommes, 70 avions et 700 camions. Donc en 10 jours, du 10 février au 25 février, l'opération était déjà terminée. Alors, l'armée marocaine a été neutralisée. Si vous voulez bien, on va revenir voilà. Plus en détail sur cette question du Sahara occidental, mais je voudrais déjà qu'on essaie de comprendre en fait ce timing. Monsieur Jaïd, est-ce que le fait que le Maroc veuille retourner au sein de l'Union africaine à ce moment précis, alors que Kossana Dlamini Zuma, qui soutient le Sahara occidental, est sur le départ, est-ce qu'il y a un lien finalement ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qu'a fait mon collègue sur le plateau. C'est qu'effectivement, en fait, il y a une configuration sur le continent africain qui fait qu'il y a plus de facilité en fait il y a notamment les acteurs majeurs qui sont l'Algérie, la Libye qui est aussi disloquée, l'Égypte qui a tellement de problèmes au niveau du pouvoir. Et aussi l'Afrique du Sud. Ce qui fait c'est un moment propice. Mais le problème, c'est que, en tout cas pour nous, en tout cas pour les Marocains, il n'y a aucune explication. Quelle stratégie suit le Maroc?
pourquoi il a changé de stratégie. Il n'y a pas en fait de communication. Il y avait hop, on change de stratégie, hop, on va intégrer l'Union africaine, mais on ne sait pas du tout pourquoi. Il n'y a pas de remise en cause de la décision de 84. Jusqu'à aujourd'hui, on défend la décision de 84 de sortie de l'organisation de l'Union africaine. Moi, je pense que c'est tout à fait naturel d'être dans l'Union africaine. C'est même pas, pour moi, ça va de soi. C'est naturel. Mais le pouvoir au Maroc a été toujours arrogant, méprisant vis-à-vis de l'Union africaine, vis-à-vis de l'organisation de l'Union africaine. Il la voit toujours de haut. C'est toujours lui. Déjà, il ne se considère pas en tant qu'Africain. Il se considère quelque chose d'autre. Voilà. Je crois que moi, Monsieur Jaït, vous avez bien dit les choses. Ça, c'est exemplaire parce que vous êtes marocain, moi je suis mauritanien, je le vois ainsi. Le Maroc a toujours été un pays arrogant vis-à-vis de ses voisins, l'Algérie, la Mauritanie, et puis vis-à-vis de l'Afrique. D'ailleurs, il faudra se rappeler que le Maroc, bon, on est prisonnier de son histoire et de sa géographie. Le Maroc se trouve en Afrique, malheureusement pour elle, si les dirigeants pensaient autrement. Le Maroc se trouve en Afrique. Donc il faudra être fier de là où on est. On est prisonnier de son histoire et de sa géographie. Le Maroc a toujours regardé ailleurs, surtout au-delà des mers, surtout la Méditerranée, à regarder en Europe. C'est maintenant obligé. Parce que l'Europe est en train de se refermer, les grandes puissances occidentales sont en train de faire du protectionnisme. Quelle est la marge de manœuvre? La seule marge de manœuvre pour le Maroc, qui a un marché étroit de 34 millions, c'est l'Afrique. Et puis l'Afrique, avec son milliard d'habitants, c'est maintenant l'opportunité pour le Maroc, les industries marocaines, de s'implanter. C'est ça la cause fondamentale. Alors, Monsieur Dia, il est vrai que cette volonté du Maroc de réintégrer l'Union africaine est intervenue quelques mois après la suspension de tout contact entre le Maroc et l'Union européenne. Donc on se demande si finalement le Maroc ne se tourne pas vers l'Afrique parce que les relations n'ont pas marché ailleurs. Je ne crois pas du tout, pour une raison très simple. L'Europe ne peut pas se passer du Maroc. Vous savez, ici même, en région Île-de-France, vous avez 500 000 Marocains. En Belgique, vous avez une communauté marocaine tellement forte, on parle de 900 000 personnes. Il y a même des députés d'origine marocaine en Belgique, etc. Donc je crois que ça, c'est un faux débat. Le Maroc est un pays africain qui a toujours assumé son africanité. Un pays qui, par rapport à mon pays qui est le Sénégal, a une relation millénaire. Je dis bien millénaire. Depuis les Almoravides, les Almohades, etc. Cette histoire de frontière est un faux débat pour une raison très simple. Aujourd'hui, il y a 2 ou 3 ans, l'Union africaine a accepté pour la première fois que cette intangibilité des frontières soit remise en cause. D'abord en ce qui concerne l'Érythrée par rapport à l'Éthiopie, ensuite en ce qui concerne le Soudan lui-même qui a été scindé en 2. Donc c'est un faux débat. Ces frontières ont été tracées par des puissances coloniales européennes et ces frontières ne reposent sur rien du tout que de l'artificialité. Un pays comme le sien, la Mauritanie, est un pays totalement artificiel, il faut le dire, qui a été créé de toutes pièces. Monsieur Kane, c'est ce que je pense. De toute façon, je m'attendais à ça parce que la Mauritanie, je l'ai dit tantôt, la Mauritanie, c'est l'empire du Ghana. L'actuel Ghana a pris son nom justement de la Mauritanie qui s'appelait le Ghana. Les écrivains arabes l'ont dit depuis le 7e siècle. Al-Bakri l'a dit, Ibn Battuta l'a dit, Ibn Khaltoun l'a dit, Al-Moussaïdi l'a dit. Ça veut dire le pays des prairies d'or. Vous comprenez? Et puis dans son tarikh Al-Masawid ou Al-Mamalik, il a dit que ça veut dire les voies des grands royaumes. Il a dit que c'est le plus grand royaume de l'Afrique de l'Ouest. Donc, même les Almoravides dont vous parlez, les Almoravides sont des Mauritaniens, ils sont venus d'Azougui, dans l'Adrar mauritanien. Restons concentrés quand même sur c'est là-bas où ils ont pris naissance, mais oui, mais ça, quand vous allez, que ce soit en Espagne, même dans les archives espagnoles ou portugaises, on sait que les Almoravides sont Mauritaniens. Ils viennent d'Azougui, dans l'Adrar mauritanien, c'est nous qui avons fondé Marrakech. Marrakech, la grande ville marocaine, c'est les Mauritaniens qui l'ont fondée. Donc, et puis nous sommes partis à la conquête de l'Andalousie. Vous voyez, donc historiquement parlant, la Mauritanie a existé bien avant déjà ce que vous dites. Et puis déjà au 7e siècle, on parlait déjà de la Mauritanie et de l'Empire du Ghana. Et puis après ça, il y a eu les grandes villes que vous ne pouvez pas connaître peut-être, que ce soit Tichit, Walata, Ouadane, Chinguetti, des grandes villes caravanières. Par exemple, la 7e ville de l'islam, c'est Chinguetti. Monsieur, donc, s'il vous plaît, restons concentrés sur la question qui nous intéresse. Oui, c'est la question marocaine. Mais quand
quand on parle de l'intangibilité des frontières, c'est quelque chose qui reste valable. C'est quelque chose qui reste valable. On ne peut pas dire que, par exemple, les frontières qui ont été héritées de la... Parce que sinon, c'est toute l'Afrique qui va sauter. Toute l'Afrique qui va sauter, que ce soit le Sénégal, que ce soit la Guinée, que ce soit la Côte d'Ivoire, tous ces États vont se disloquer. Monsieur Jaït, Monsieur Kane, merci. On va essayer de faire tourner la parole quand même, allez-y. Oui, sur la question du retour du Maroc à l'Union africaine, moi je pense que c'est une bonne chose. Sauf que, en tout cas, la pensée du pouvoir au Maroc, c'est un retour en fait instrumental. C'est pas un retour dont l'objectif de retourner à une Union africaine, à nos origines. C'est uniquement un intérêt, les affaires étrangères. Les affaires étrangères marocaines, elles sont guidées par un seul dossier qui est le dossier du Sahara. C'est ça qui l'anime, c'est ça qui le fait bouger d'un sens ou dans un autre. Le problème, moi j'aimerais bien qu'il y ait une stratégie, qu'il y ait une vision d'ensemble, qu'il y ait une vision d'intégration au niveau africain. Mais ce n'est pas ça qui ambitionne le Maroc, ce n'est pas ça qui le fait motiver. C'est uniquement le dossier du Sahara. Alors vous pensez que la stratégie du Maroc, c'est d'être de l'intérieur pour éventuellement faire pencher la balance de son côté? Exactement, c'est uniquement ça. Il a vu que l'occasion était propice. Allez hop, on attaque par là pour éventuellement un peu déstabiliser Dans ce cas-là, M. Jaïti, comment vous expliquez les investissements massifs marocains dans toute l'Afrique subsaharienne? Ils ne datent pas d'aujourd'hui, ils ne datent pas de cette année-là. Généralement, le principe pour les investissements du Maroc, pour moi, ce n'est pas les investissements du Maroc, c'est les investissements de la famille royale et du conglomérat qui l'entoure. Bon, c'est des familles... je finis juste la phrase, je ne vais pas vous couper, excusez-moi. En général, c'est des investissements qui partent dans le même circuit que les investissements français. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose d'autonome, c'est pas quelque chose qui va à l'initiative du pouvoir. Et en fait, pour moi, c'est un spectre global de l'ancienne colonie française. Vous êtes dans un pays démocratique au Maroc où il y a des élections et des partis, vous êtes libre de vos opinions. Je ne suis pas marocain, en tout cas pas citoyen, mais moi ce que je constate, c'est qu'il y a... Il n'est pas démocratique même par tous si, les critères nationaux et internationaux. Arrêtez. Il n'y a aucun critère je crois que ce plateau n'est pas le lieu, ce plateau n'est pas le lieu de contester la démocratie marocaine. Et je ne vais pas vous couper, il n'y a aucun critère, il n'y a aucun classement, il n'y a aucun rapport au niveau international qui classe le Maroc en tant que pays démocratique. Aucun. Bon, ça, voilà. En tant que Marocain, vous le réglerez avec vos autorités vous-même. Moi, ce que je peux dire et que je persiste à penser, c'est que le Maroc a des investissements massifs en Afrique subsaharienne. Et ces investissements sont comme le nez au milieu du visage. Ce sont les banques Attijawari, les assurances, etc. Monsieur Dia, derrière des investissements financiers, il peut se cacher un intérêt diplomatique. Et je pense que c'est ce que nous aurons l'occasion d'aborder lors de la deuxième partie de cette émission, après une courte pause. À tout de suite.